Déclaration par son Excellence Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du Canada. Je donne maintenant la parole à son Excellence Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du Canada. Monsieur le Président, Excellences, avant de commencer, permettez-moi d'abord de faire une remarque personnelle. Alors que je prends la parole ici, j'ai bien conscience de parler virtuellement au monde entier. Précédemment, dans ma carrière, j'ai été un cosmonaute et j'ai eu l'occasion de voir l'ensemble du monde depuis l'espace. J'ai volé au-dessus de tous vos pays et j'ai beaucoup réfléchi à notre planète, la Terre. Et j'ai compris que la Terre est le berceau de l'humanité et que nous venons tous du même endroit et que nous avons en fait nul autre endroit où aller. Et que nous devons trouver un moyen pour nous entendre les uns avec les autres et que nous devons prendre soin de notre planète, qui de toute évidence nous endommageons. L'espace donne une perspective unique pour percevoir les choses au-delà de nos frontières nationales propres. Dans une certaine mesure, les Nations Unies offrent cette même perspective. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui au nom du nouveau gouvernement réélu du Canada mené par le Premier ministre Justin Trudeau. Je voudrais commencer mon allocution par saluer le fait que la terre sur laquelle nous sommes réunis aujourd'hui est le territoire traditionnel du peuple Lénape. Mesdames et messieurs les délégués, chers amis, nous sommes réunis ici en une époque des plus difficiles depuis des générations. Le monde est confronté simultanément à une succession de crises, y compris le changement climatique, la pandémie de Covid-19 et des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale, qui exacerbent les inégalités, mettent à l'épreuve notre capacité à résister et montrent les lacunes de nos systèmes et institutions. Mais ce n'est pas la première fois que cette institution connaît de telles difficultés. Nous ne devons pas être pleurnicheurs ni timorés face aux difficultés du monde actuel. Ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Nous devons tirer les enseignements de la vision et du courage de nos prédécesseurs et nous devons penser aux espoirs, aux aspirations de ceux qui hériteront du monde que nous leur laisserons. Suite à la Seconde Guerre mondiale, nos parents, nos grands-parents ont réagi à l'effondrement sans précédent social, économique des années 30, des années 40, avec son cortège de mort, de destruction, en construisant un nouvel ordre international fondé sur des règles, sur des institutions internationales fortes pour apporter stabilité, prospérité et paix aux générations qui allaient suivre. Et ils ne se sont pas lamentés, ils ont remonté leurs manches et ils se sont mis au travail. Le changement climatique, la Covid-19, l'élévation de l'autoritarisme, les inégalités, voilà les défis de notre époque. C'est à nous qu'il revient de régler et surmonter ces problèmes. Ce faisant, nous devons nous tourner vers l'avenir avec optimisme. Comme nos parents et grands-parents ont su relever les défis de leur époque, nous aussi devons reconnaître et saisir notre propre possibilité de forger l'avenir. Monsieur le Président, il n'y a pas d'exemple plus parfait pour la volonté politique et les solutions multilatérales que le changement climatique. Comme vous tous ici, le Canada n'est pas à l'abri de la crise climatique. Au début de l'année, la côte ouest du Canada a subi une vague de chaleur record, atteignant dans certains endroits 49 degrés Celsius, avec des centaines de personnes qui sont mortes et une ville entière dans la province de la Colombie-Britannique détruite.
Voilà notre nouvelle réalité. Nous savons que le monde espère que les Nations Unies jouent le rôle de chef de file. Quand nous serons à la 26e conférence des partis cet automne, les jeunes du monde entier nous regarderont pour augmenter notre ambition, pour renforcer la coopération mondiale. On ne peut pas faillir à leurs attentes. Cela dépend de nous. Au Canada, vous pouvez trouver un partenaire constant, dévoué. Nous jouons notre rôle au plan national, y compris en mettant un prix au carbone qui va passer à 170 $ par tonne d'ici 2030 et nous augmentons nos cibles en termes de réduction des émissions. Et au plan international également, nous agissons récemment en doublant notre contribution au financement de la lutte contre le climat avec 5,3 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Des générations successives, nous avons travaillé ensemble pour faire évoluer le multilatéralisme afin de répondre à nos besoins, pour l'étendre à de nouveaux domaines et affiner nos anciennes approches. Ensemble, nous avons misé sur l'espoir. Nous avons affronté la peur et innové pour tenter d'améliorer des vies dans le monde entier. C'était compliqué, c'était difficile et c'était souvent lent. Mais le plus souvent, les obstacles ont été surmontés grâce à une combinaison d'ingéniosité et de volonté politique. Cette capacité d'ingéniosité humaine existe toujours. C'est cette volonté politique collective que nous devons raviver. L'avenir est entre nos mains. Sur cette même tribune, certains affirment que la souveraineté nationale est le seul fondement des relations internationales et que c'est là l'objectif essentiel de la Charte. En réponse, je dirais que des défis tels que le changement climatique nous rappellent hors de tout doute qu'une réponse multilatérale reste nécessaire. Les gouvernements qui agissent seuls ne peuvent pas surmonter les problèmes auxquels notre monde est confronté. Nos fondateurs le savaient. Ils l'ont dit et ils l'ont prouvé par leurs actes. Le coût d'un repli serait catastrophique pour les peuples du monde entier et ne conduirait qu'à plus d'inégalités. L'an dernier, alors que tous nos gouvernements étaient concentrés sur notre réponse nationale à la COVID-19, nous avons fait marche arrière pour certains de nos ODD. La pauvreté extrême a augmenté pour la première fois en 3 décennies. La pandémie nous a contraints à faire le bilan des inégalités croissantes au sein de nos propres sociétés, avec les personnes âgées, les personnes victimes de racisme, les femmes, la communauté LGBTQ2+, et les peuples autochtones subissant l'essentiel du ralentissement économique. La pandémie a également attisé le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et a exacerbé les inégalités entre les pays, avec les plus riches d'entre nous ayant un accès accéléré au vaccin, tandis que les citoyens des pays pauvres luttaient pour leur santé et leur bien-être. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons simplement besoin de choisir de le faire. Cela dépend de nous. Pour l'heure, alors que la pandémie continue de faire rage dans la plupart des régions du monde, nous devons nous concentrer sur le renforcement de la production et de la distribution équitable des vaccins et sur la réalité économique des PMA et des pays à revenus intermédiaires, comme par exemple l'augmentation de la dette et les difficultés de trésorerie. Traiter de ces inégalités, favoriser un esprit de solidarité mondiale face à ces défis colossaux reflète non seulement les valeurs et les intérêts du Canada, mais également les valeurs et les intérêts des Nations Unies. Cela dépend de nous. Nous savons que l'isolationnisme également contribue à l'autoritarisme croissant. Et face à la crise de Covid-19, certains ont saisi cette occasion pour éroder les libertés civiles, la liberté d'expression et d'autres droits universels de l'homme. Mais
Pas besoin de regarder loin dans le passé pour voir que les politiques fondées sur mensonges, déception, exclusion et inégalité créent des difficultés, des douleurs, des souffrances pour les peuples du monde entier. La propagation de la désinformation systématique et de la propagande dans les médias sociaux et via Internet nous a fait comprendre que la révolution numérique est assortie de risques, de dangers sur lesquels nous ne pouvons pas fermer les yeux. Le Canada continuera d'être ferme contre les forces du mensonge, de la peur, l'oppression, la haine, la criminalité et la corruption. Car c'est ce que nous sommes fondamentalement, nous les Canadiens. Notre engagement pour les droits de l'homme, l'état de droit, vont bien au-delà de nos frontières. Le Canada continuera d'œuvrer pour le respect des droits des peuples dans le monde entier. Par exemple, nous continuerons d'insister et de plaider pour la démocratie, l'état de droit au Myanmar, où le gouvernement élu et qui a été renversé a causé bien plus de souffrance au peuple du Myanmar, et nous soutenons tous les efforts pour mettre un terme à la dictature militaire et pour garantir les droits de tous les peuples du Myanmar, y compris les Rohingyas, dont la vie est menacée par le génocide. Le Canada continuera de mener des efforts pour maintenir l'indépendance judiciaire, la liberté des médias et l'état de droit. Nous devons tous continuer d'œuvrer contre l'impunité. Je suis ici devant vous pour vous dire que ce n'est pas simplement quelque chose dont nous parlons, non, c'est quelque chose pour lequel nous agissons. Il y a 2 jours, nous avons salué au Canada Michael Kovrig et Michael Spavor qui étaient emprisonnés par le gouvernement chinois après que le Canada ait appliqué et le droit international et le droit canadien pour répondre à une demande d'extradition d'un citoyen chinois. Le Canada a respecté l'état de droit et 2 citoyens canadiens en ont payé un lourd prix. Et nous avons fait cela à titre de principe. Et nous sommes fiers du courage de nos 2 citoyens, de la bonne foi, de la résilience de leur famille et de la détermination et de la créativité de nos diplomates. Nous continuons de nous opposer à la façon dont ces 2 citoyens ont été traités. Sur ce, j'aimerais reconnaître le soutien de nombre de nos partenaires internationaux étant aux côtés de ces citoyens canadiens. Et nous voulons également remercier ceux qui ont aidé à l'élaboration et à la signature de la déclaration de détention arbitraire dans les relations interétatiques. Notre solidarité pour défendre les droits de l'homme, le droit international, est en soi un message important. Nous devons continuer d'être unis dans notre résolution commune pour défendre nos valeurs et nos principes. Il y a une raison pour laquelle le respect des droits de l'homme est un des 3 piliers des Nations Unies. Le Canada n'oubliera jamais cette expérience ni cet enseignement. Nous continuerons d'insister pour mettre un terme à la détention arbitraire où qu'elle se produise, où que ce soit. Les institutions et les règles que nous avons établies au cours des 76 années d'existence des Nations Unies ont permis des décennies de paix mondiale et de prospérité croissante. Il n'y a pas eu de guerre mondiale. La pauvreté extrême a considérablement reculé. Mais les avantages du multilatéralisme n'ont pas toujours été répartis de manière uniforme et juste. Et le potentiel de paix reste à réaliser dans beaucoup trop d'endroits. Chaque région du monde est affectée par l'instabilité, que ce soit dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Afrique, en Ukraine, en Haïti, au Sahel ou en Afghanistan. Et nous manquons beaucoup trop souvent de volonté politique nécessaire pour construire la paix. Je me suis rendu au Moyen-Orient plus tôt cet été et j'ai écouté attentivement les dirigeants israéliens et palestiniens ainsi que des représentants de la société civile. Le Canada reconnaît pleinement le droit d'Israël en tant que membre des Nations unies de vivre en paix et en sécurité. Nous croyons également qu'une solution à 2 États est la meilleure façon
de répondre aux besoins et aux préoccupations des Israéliens et des Palestiniens. Et nous encourageons des négociations directes pour y arriver. Les conflits, quelle que soit leur géographie ou leur cause, ne sont pas simplement une question de souveraineté nationale. L'insécurité, quelque part, entraîne invariablement l'insécurité ailleurs et nous en payons tous le prix. Les solutions à ces problèmes sont entre nos mains. Nous savons que le changement climatique, l'insécurité alimentaire et les conflits continueront d'exacerber les difficultés des migrations contraintes et les besoins humanitaires dans les années à venir. Mais ne vous méprenez pas, cela nous concernera tous et exigera que nous traitions de ces questions ensemble. Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées par la contrainte atteint déjà des niveaux records au fil des ans. Nous devons écouter leur voix et leur donner place à la table. L'aide humanitaire doit être à la hauteur des besoins, mais ne doit pas être perçue comme un remplacement des solutions, des causes profondes, des problèmes qui amènent les gens à fuir en premier lieu. Quant à nous, via nos politiques d'accueil des réfugiés, le Canada accueillera également ceux qui sont dans un péril, menacés parce qu'ils défendent la démocratie et les droits de l'homme. Les Canadiens sont un peuple accueillant. Quand nous avons vu la tragédie du peuple syrien, les Canadiens ont ouvert leur cœur, leur foyer pour aider personnellement les gens à reconstruire leur vie. Là où certains voient des risques, nous voyons des occasions à saisir. En quelques années seulement, les Syriens sont devenus entrepreneurs, ont élevé leurs enfants et sont devenus partie intégrante du tissu de notre société, comme bien d'autres communautés l'avaient fait avant eux. C'est l'avantage du Canada. Nous saluons les gens qui sont dans le besoin, mais également nous comprenons que leur dur labeur, leur talent, leur culture nous enrichissent, nous tous. De nombreuses personnes viennent au Canada pour fuir et trouvent un endroit où ils peuvent non seulement reconstruire une nouvelle vie, mais où ils peuvent contribuer à construire un nouveau monde meilleur. Maintenant, face à la situation épouvantable en Afghanistan, les Canadiens, une fois encore, ont fait montre de leur esprit d'ouverture à ceux qui ne veulent pas vivre sous le régime taliban, mais qui préfèrent défendre la démocratie, les droits de l'homme et l'égalité entre les sexes. En fait, les Canadiens nous ont demandé de faire bien plus. Et suite à leur générosité et à leur esprit d'accueil, nous nous sommes engagés à accueillir 40 000 réfugiés afghans au Canada pour qu'eux aussi puissent contribuer à notre succès, alors que nous continuons de soutenir leurs efforts pour un monde plus pacifique, plus tolérant. La participation aux Nations unies s'accompagne d'un engagement en faveur de la liberté, de la vérité et de l'État de droit. Nous avons également la responsabilité de parler au nom de ceux qui ont été marginalisés ou rejetés. Nous sommes fiers des réalisations du Canada en matière d'égalité des sexes, tant au pays qu'à l'étranger. Mais nous ne sommes pas complaisants. Nous continuerons de travailler au Canada pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de participer pleinement à la main-d'œuvre et notre économie. Par exemple, en travaillant à donner accès à des services de garde d'enfants abordables à raison de 10 $ par jour à chaque jeune famille au Canada. Une reprise qui ne favorise pas une pleine participation des femmes dans l'économie ne sera pas pleinement réussie. Et à l'échelle internationale, nous continuerons de travailler pour améliorer l'éducation des filles, réduire les mariages précoces et forcés et soutenir les mouvements féministes locaux dans le monde entier. Nous avons également la responsabilité de nous demander des comptes les uns aux autres et à nous-mêmes. Les droits des peuples autochtones ont fait l'objet d'une profonde réflexion nationale au Canada en raison d'une plus grande sensibilisation publique aux échecs du passé et aux défis persistants auxquels sont confrontés
les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous sommes déterminés à poursuivre la voie de la réconciliation et nous savons que le monde entier a les yeux rivés sur nous. Plus tôt cette année, nous avons adopté la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et nous avons fait de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones la loi du pays. Le premier ministre Trudeau a chargé chaque membre de son cabinet de le mettre en œuvre. Nous nous sommes également engagés à apporter des changements systémiques en réponse à la tragédie des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. Nous reconnaissons pleinement les difficultés que les politiques coloniales, racistes ont infligées à des générations successives d'Autochtones. Le gouvernement canadien reste pleinement déterminé à protéger les droits des peuples autochtones et à améliorer leur niveau de vie. Chers collègues, chers amis, je suis optimiste. Nous avons entendu au cours de la semaine écoulée les problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté internationale. Nous savons qu'il y a une fracture numérique, que des millions d'enfants ont été confinés et déscolarisés, que le pluralisme est en proie aux forces de l'extrémisme et même du terrorisme, que nombre de personnes sont abasourdies face aux nouvelles technologies qui peuvent envahir notre vie privée, diviser nos familles et changer le mode de travailler. Mais nous avons des solutions et des outils à notre disposition. Si nous nous écoutons les uns les autres, si nous portons ces questions essentielles au cœur de nos travaux ensemble, alors nous pourrons progresser. C'est entre nos mains. Nous avons les Nations unies qui, au cours de l'année écoulée, a prouvé qu'elles pouvaient relever le défi opérationnel de fonctionner dans les situations les plus difficiles. Nous avons un ensemble d'idées audacieuses et de solutions éprouvées ici. Je veux remercier le secrétaire général d'avoir présenté son programme commun que nous devons tous examiner avec sérieux. Nous savons ce qui doit être fait. Nous devons trouver la volonté politique, nous devons savoir l'utiliser. Et ceci exigera un changement de mentalité. Nul secret que nous consacrons trop de temps à parler, pas assez de temps à agir. Nos parents, nos grands-parents ont été à la hauteur de la tâche en 1945. C'est notre tour maintenant d'œuvrer ensemble, de définir le cap pour un avenir plus juste, plus durable pour nous tous. C'est entre nos mains. Mon prédécesseur le plus distingué, en tant que ministre des Affaires étrangères, le prix Nobel Lester Pearson, elle a dit ainsi, je cite, « Le fait que, pour chaque problème causé par la menace de mort et de destruction, il y a toujours eu une réponse de la part des peuples libres. Cela ne se produira pas. Par ces réponses, nous avons non seulement sauvé nous-mêmes, mais nous avons garanti notre avenir. » Fin de citation. Dans cet effort noble, vous pouvez compter sur le Canada aujourd'hui, dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Je vous remercie infiniment. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Canada de sa déclaration.